Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, encore ce soir, je suis avec Charles Daigneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors là, on a deux sujets qui n'ont pas grand-chose en commun, à part la forme humaine. Si on veut dire. C'est un point de ça départ. serait pas mal le seul lien qu'on pourrait faire. Mais moi, je vais parler d'un sujet qui est apparu au cinéma il n'y a pas longtemps. Les fameuses Amazones du Dahomey, ou appelées aussi les Agoudojiers, qu'on a vu dans le film récemment, La femme roi. Alors, on va parler de ce qu'il y a d'historique dans cette production-là. Il y en a plus qu'on pense. Et toi, tu vas nous parler d'un personnage que tout le monde connaît, par contre, le Bibendum. Le Bibendum, le célèbre, ici au Canada, connu sous le nom de bonhomme Michelin, aux États-Unis, Michelin Man, et en Europe, évidemment, connu sous le nom de Bibendum. C'est un de mes personnages préférés. D'ailleurs, je lisais récemment que Salvatore Dali, qui était lui-même un designer graphique, avait dit du Bibendum que c'était une des plus grandes œuvres d'art commercial. Bon, ça, on peut prendre ça comme on veut, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça a été dit. Alors, si on parle d'art commercial, ça se défend. Ça se défend. Et puis, le symbole est quand même né presque par hasard, là, en 1894. Il y avait alors, au Parc de la Tête d'Or à Lyon, une édition de l'Exposition universelle internationale et coloniale. Ça parle d'une autre époque. Les frères Michelin avaient un kiosque à l'endroit où ils avaient empilé des pneus de différents diamètres. Et puis, un des deux frères, Édouard, a mentionné « Hey, regarde ça, si on mettait des bras, ça ferait un bonhomme. » Et voilà l'origine. D'ailleurs, son frère André avait la corpulence aussi pour servir de modèle de base pour les pneus. À cette époque-là aussi, était venu le temps de l'expansion et la firme a fait appel à un célèbre illustrateur de l'époque, un dénommé Marius Roussillon, qui était connu sous le nom de Haut Galop. Comme aujourd'hui, les BDistes ont tous ces noms-là. Et puis, ils se sont mis à la recherche d'idées et puis on se demandait aussi à l'époque, quand le personnage est apparu, pourquoi il était blanc et non noir. OK, une question qui semble bien d'actualité, c'est qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les pneus ne comprenaient pas le carbone. Ah. Donc, le caoutchouc était blanc, il devenait gris à l'usage jusqu'à devenir noir. Donc, on représentait le pneu neuf, frais. Et ça marquait la dynamique de cette firme-là, là, qui était toujours avec des pneus de dernière technologie. Donc, pour une fois, c'était pas une histoire de racisme. De racisme, exactement. Et puis, le personnage avec le nom de Bibendum, lui, il est venu, c'est le même, mais il est venu un petit peu plus tard, en 1898, de la plume de M. Augallo, d'ailleurs. Il avait déjà produit une publicité pour une firme de bière, et puis on voyait un gros personnage jovial qui disait « Nunc est Bibendum ». C'est le latin qui veut dire « maintenant est venu le temps de boire ». Et puis, la publicité de Michelin à l'époque, c'était, on voyait Bibendum qui levait une coupe et puis à la table de l'exposition universelle où avaient été invités les concurrents, eux autres n'osaient pas boire la coupe parce qu'elle était pleine de verres cassés, de clous et d'objets contondants. Et lui, il disait « on boit l'obstacle ». Alors, c'était le slogan du siècle, et puis ça a donné l'envol à cette carrière publicitaire qu'a connue le Bibendum. Là, on l'a changé au cours des années. À sa naissance, il était tellement fier, Édouard, du personnage, qu'il a dit « je veux être ce personnage-là ». On lui a mis des lunettes, pince-nez, des boutons de manchette, un cigare, et il manquait juste le haut de forme. Et puis là, ben, il s'adonnait à toutes sortes d'activités dans le genre poursuivre les jeunes filles à vélo, entre autres, parce qu'il vendait des pneus de vélo. Il était toujours là aussi pour vaincre la compétition puis être un bon vivant. La publicité de l'époque était basée sur un peu ce personnage bon vivant, les pneus, c'est la belle vie, et voilà. C'est devenu autre avec le temps, évidemment, parce que c'était
mal vu parce qu'il tuait carrément la compétition. Dans plusieurs publicités, il était montré avec un objet contondant, une lame, et puis il dégonflait carrément la compétition, qui était d'autres pneus. Il y avait du sang par endroits, et puis un peu de violence, donc on a décidé d'assaisir le personnage. Gladiateur. Absolument, et puis il demandait à l'empereur s'il n'allait pas tuer la compétition, l'autre pneu qui était dominé par lui. C'est normal. Ça ne passerait plus aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on oublierait ça. D'ailleurs, le personnage, c'est pas dégonflé au cours des années, mais il est devenu beaucoup plus sympathique et athlétique. On a diminué le nombre de pneus qui le faisaient ressembler à une momie, parce qu'une fois qu'il est devenu très populaire, là, on le voyait partout, là. Les costumes d'Halloween étaient très, très, très populaires à cette époque, les balles masquées. Et puis, nombreux bibendums, des couples aussi de bibendums se sont présentés absolument horribles parce que là, on n'avait pas les tissus qu'on a aujourd'hui pour faire des costumes. Et puis, il y avait beaucoup trop de pneus. Il ressemblait à un boudin ou plus à une vis qu'autre chose. Là, on l'a dégraissé, on l'a rendu beaucoup plus sportif. Et puis, là, il va perdre le cigare, évidemment, hein, parce qu'il a été représenté pendant bien des années. Tu sais, du gaz comprimé avec une source d'émission, ça semblait un peu dangereux, mais tout le monde... Aux États-Unis, bien là, on en a fait un cow-boy. En Angleterre, il y a une autre version du personnage. Et puis, arrive l'an 2000, Bibendum a quand même été proclamé le meilleur logo du monde par le Financial Times. Tout le monde le connaît. Hein. 2017, par exemple, il y a deux versions différentes du bonhomme. Il y en a une pour la promotion commerciale, et puis l'autre, c'est pour la modélisation numérique, là, parce que là, on va animer le personnage, on va le faire parler, on va le mettre en situation. Même sur YouTube et sur certains médias, la politique contre la désinformation de YouTube mentionne que le contenu ne doit pas ne doit pas signifier que l'homme de Michelin, c'est une abomination surgie du fond des étoiles, il est absolument impossible à tuer. On voit quelque chose de Lovecraftien là-dedans. Oui, c'est ça. Royaume-Uni, le personnage est défini, mais il y a un aspect un peu plus bizarre et occulte là, que je tiens à apporter. Puis ça va commencer en 1926 en Angleterre. Un jeune homme dénommé Henry Thomas, il joue avec ses amis, il joue à cachette à Brunante. Et puis, cette ville banlieue, ce sont des maisons en rangée, et puis c'est tous des petits terrains séparés par des murets, puis fermés avec des portes. Alors, en passant dans le noir entre les maisons, il aperçoit une lueur, il ouvre une porte, et puis là, il va voir 3 bibendums de petite taille. Habillés avec le célèbre costume tout boursouflé, mais eux autres, ils ont un casque transparent au lieu des lunettes. Et puis, là, il va distinguer des têtes en forme d'ampoule électrique, des yeux en forme de fente. Et puis, là, il va faire, évidemment, il va sursauter. Les personnages vont se tourner vers lui, ils vont gargouiller quelque chose pour communiquer, puis ils vont s'avancer tranquillement vers lui. Mais là, il va détailler, évidemment, puis il va dire plus tard qu'il ne s'est pas senti menacé, cependant. C'était pas des bibendums dangereux, lui semblait-il. 1950. Oui, là, on tombe dans le domaine des ovnis et des extraterrestres. Mais pensons-y, le bibendum, c'est au point de départ un scaphandre. Si on regarde à l'époque, même précédent, des scaphandriers pour les grandes profondeurs, on a vu des scaphandres qui ressemblaient beaucoup, beaucoup aux replis de bibendum. La même chose du côté de l'exploration spatiale. Et puis, c'est normal. À Tintin, sur la Lune, ils ont des costumes en forme de bibendum. Il y en a d'autres aussi, illustrations très du même type. Très fréquent à l'époque, mais ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il a fallu que le bibendum devienne connu pour que quelqu'un voit des créatures en forme de bibendum. Par association. Par association. Et voilà, c'est ça me fait penser à l'histoire des soucoupes volantes, où Kenneth Arnold, en 1957, avait aperçu des engins en forme de croissant. Oui, qui n'étaient pas des soucoupes. Là. Et dont il a dit que le mouvement faisait penser à une soucoupe qui rebondit sur l'eau. Et les journalistes ont appelé ça des soucoupes volantes. Et
les objets volants non identifiés, après, sont en forme de secours. Exactement la même chose. Là, on l'a nommé Bibendum à partir de ce moment. En fait, plusieurs extraterrestres vont être appelés des Bibendum ou Bibendi, mais ça va plutôt être Bibendum. Alors, en 1950, là, ici, bien évidemment, on a toute une suite d'apparitions. Je vais en mentionner quelques-unes en terminant. Ici, en 1950, on a une jeune fille et son père qui sont témoins d'atterrissage d'une soucoupe volante dans un pâturage au nord de la France. Et c'est à Vaux-en-Dieulet en 1980. C'est un disque translucide cette fois. Alors là, on est avec une soucoupe volante. À l'intérieur, un petit être Bibendum qui a un casque rond avec des tubes, lui aussi, des réservoirs d'air. Aucune interaction, l'objet décolle et puis disparaît. 4 ans plus tard, encore en France, alors on a d'autres couples qui conduisent une automobile. Ils rencontrent une grosse coquille sur la route. Il en sort un Bibendum de à peu près 1 mètre de haut. Et encore là, l'histoire se termine comme toutes ces histoires-là. L'objet s'en va et voilà. 1950, même genre d'histoire, témoin à pied, disque en forme de dôme. Là, celui-là, il a entendu du langage, puis il décrit comment les êtres marchent très maladroitement, comme s'ils étaient opprimés par la force gravitationnelle, par exemple. 1960. Alors, je vais passer plusieurs années, puis je vais terminer rapidement avec mon préféré, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Truckers Ghost Stories de Annie Wilder en 1985, à 4 heures du matin sur une route du Dakota du Nord au cœur d'un blizzard. Un véhicule va suivre, avec 3 témoins, va suivre pendant plusieurs heures un camion à l'arrière duquel est accroché Bibendum qui le sourit, qui tourne la tête, qui les fait signe de s'approcher, qui a dépassé, qui regarde, qui agit comme un être humain, mais il va faire ça pendant 4 heures au cours du blizzard, puis ils vont perdre contact lorsqu'ils vont quitter l'autoroute. Ça, cette histoire-là vient me fasciner parce que je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu un Bibendum. C'était autre chose, mais la fatigue, le blizzard peut créer ces choses-là. On va terminer là-dessus et puis c'est à ton tour, mon cher. On a vu, tu vois, j'ai été porté à dire au début qu'on n'avait pas de lien avec nos sujets, mais là, on en trouver un parce que là, on a vu la fiction entrer dans la réalité. Voilà. Moi, on va voir comment la réalité est entrée dans la fiction. Parce qu'on va parler, le point de départ, c'est un film qu'on a vu en 2022 qui s'appelle La femme roi, qui nous parle d'un régiment de femmes soldats en Afrique et au Dahomey plus précisément, et qui aujourd'hui fait partie de la République populaire du Bénin. Et il y a beaucoup de gens qui se sont sûrement demandé si ça avait existé et qu'est-ce qu'il y avait de vrai là-dedans. Pas mal de choses qui sont vraies quand même là-dedans. Alors, les Amazones du Dahomey, comme ça qu'on les a appelées en France, mais qui s'appelaient dans la langue locale les Minones ou Agododjiés, c'est le mot qu'on utilise ça dans le film, les Agododjiés, étaient appelés par les Français, ont été baptisés les Amazones du Dahomey. Ils avaient, c'était un authentique régiment militaire qui avait comme leitmotiv « vaincre ou mourir », parce qu'il y a de plus original pour des militaires, mais bon. Et c'est les colons français, comme je dis, qui les ont appelés comme ça, parce qu'on faisait un parallèle avec les Amazones de la légende grecque, qui étaient des femmes guerrières. Alors, qui a créé ce régiment-là? D'abord, il faut situer le royaume du Dahomey, à proprement parler, qui s'appelait le royaume d'Abomey, qui était le nom de la capitale. Comme je l'ai dit, c'est en Afrique de l'Ouest, ça fait Afrique équatoriale, plus précisément. Ça fait partie aujourd'hui de la République du Bénin. Et c'est, il y a une légende, plusieurs traditions orales qui attribuent la création de ce régiment à un roi qui s'appelait Aho Ouegbadja, roi du Dahomey au 17e siècle. Mais selon les sources historiques qu'on a pu finalement constater, c'est pas lui. C'est une reine, la reine Tassi Hangbe, qui a failli être effacée de l'histoire d'ailleurs parce qu'elle est la seule femme à avoir gouverné sur le trône du Dahomey, d'où le fait qu'on l'appelait la femme roi, parce que dans la langue locale, il n'y avait pas de mot pour dire une femme qui règne. La reine, c'était la femme du roi. Alors, si une femme est sur le trône, ce qui n'était pas supposé arriver, il faut trouver un nom, puis ça a été la femme roi. Donc, c'est elle qui, donc la seule femme à avoir régné sur le trône du Dahomey, et c'est elle qui a créé ce régiment-là.
c'est sa sœur jumelle, Wesu Akaba, la princesse Wesu Akaba, qui a commencé à former des femmes au combat, parce qu'à un moment donné, on manquait un peu de troupes face à des royaumes voisins. Et on a décidé, puisqu'elle était montée sur le trône et qu'elle pouvait gouverner, ben elle va prouver que les femmes peuvent aussi se battre. Alors, on décide de constituer un groupement qui va être considéré comme la fleur de l'armée dahoméenne. En fait, on va même dire que c'était leur troupe de choc. Oh. C'était le processus de sélection était extrêmement strict. Ça suivait des normes bien définies. Dès l'enfance, des jeunes filles qui étaient descendantes d'esclaves du roi, qui étaient choisies pour devenir plus tard soldates dans ce régiment-là. Donc, elles n'avaient pas le choix. Par contre, il y avait des volontaires aussi. En fait, une fois tous les 3 ans, les sujets du royaume devaient présenter leurs filles à un conseil constitué de sages, en tout cas de gens d'anciens du gouvernement et des nobles, probablement, qui étaient chargés de désigner les jeunes filles qui seraient aptes à faire partie du régiment. Donc, on les prenait, des grandes et fortes filles, pas de petites filles fragiles. Et là, on les mettait à l'entraînement. Et elles étaient nommées en fonction de leur origine sociale, si c'était des nobles ou pas. On les nommait soldats ou officiers, ou plutôt soldates ou officières. Et elles étaient leur statut, parce qu'il a fallu créer la loi pour encadrer ça. Et une femme, c'était supposé être l'épouse de quelqu'un et être à la maison. Alors, on a fait la fiction que c'était les épouses du roi et qu'elles faisaient partie de son harem. Okay. Et, mais, curieusement, pour des épouses, elles devaient faire vœu de virginité et de célibat pendant toute la durée de leur service militaire. C'était donc un peu comme des religieuses, mais militaires. Ouais. Et à la fin, quand elles avaient fini leur service, elles pouvaient se marier, par contre. Ils ont eu jusqu'à 5000 femmes soldats et dévouées à la défense du roi d'abord. C'était pratiquement un tiers des effectifs de l'armée du Dahomey et c'était organisé dans des corps et des catégories qui étaient, comment dirais-je, très strictes et spécialisées, si on peut dire. Alors, par exemple, il y avait les fusilières qui étaient la plus grande partie des effectifs. Alors, elles étaient armées de fusils, qui étaient éventuellement des carabines Winchester. Et elles attaquaient en tirant en bout portant, généralement. Pareil qu'elles étaient d'ailleurs assez bien entraînées, qu'elles tiraient avec précision. Elles portaient aussi des poignards, parce que ça pouvait facilement virer au combat corps à corps. Il y avait des archères en renfort, donc évidemment armées d'arcs et de flèches. Signalons flèches empoisonnées. Et il y avait aussi les bétos, qu'on appelait aussi les chasseresses. C'était un peu un commando. Alors, c'était des filles costaudes, imposantes, et c'était les meilleures au corps à corps. Alors, c'est elles qui sont mises en valeur dans le film d'ailleurs, parce qu'on les voit beaucoup se battre au corps à corps. En fait, on a même l'impression qu'elles ont très peu de fusils là-dedans, alors qu'on a vu, il y avait une partie une bonne partie qui était armée avec des fusils. Il y avait aussi celles qu'on appelait les faucheuses. Elles étaient armées de 2 machettes. Alors aussi, c'était pour le combat au corps à corps, à 2 mains. Et évidemment, elles tranchaient des têtes et elles ramenaient les trophées. Et il y avait celles qu'on appelle les Akbaraya, mais qui étaient un peu en retrait, et étaient armées de tromblons. Alors, ceux qui savent le tromblon, c'est un fusil à canon évasé. La mitraille. C'est un peu l'ancêtre de la mitraillette. Ça permet de poivrer large et de tuer beaucoup de gens en même temps. Donc, ça, c'était le corps des soldats, vraiment des combattantes. Il y avait aussi une partie qui était la garde rapprochée du roi. Alors, c'est un peu les gardes du corps. Elles étaient postées aux alentours du palais aussi pour prévenir les attaques. Et il y avait des éclaireuses, qui étaient évidemment celles qu'on envoyait en avant pour faire l'observation et ramener les informations au reste des troupes. Alors, elles étaient aussi armées et souvent faisaient des attaques préventives, des razzias, attaques de guérilla sur les corps ennemis, donc des commandos, elles aussi. Et ensuite, le reste des troupes que j'ai mentionnées. Donc, c'était chaque femme, au cours de son entraînement, dépendant de ce pourquoi elle semblait le plus douée, était assignée à un de ces corps-là. Durant tout le 19e, la reine, comme j'ai dit, la reine a régné seulement 4 ans,
Mais les rois ont été impressionnés, les successeurs, par le corps d'armée, ils l'ont conservé. Et c'est de rester l'élite de l'armée dahoméenne durant tout le 19e siècle. Donc, on a vu le roi Gézo et le dernier, le roi Béhanzin, alors qu'il les a envoyés, qui a dû les utiliser au combat contre les troupes coloniales françaises, notamment la Légion étrangère, qui, à partir de 1892, ont commencé l'invasion du Dahomey. Il pensait que ça serait facile. Elles lui ont montré qu'il s'était trompé. Alors, le 26 octobre 1892, notamment, il a dit que c'était le général Dodds, qui commandait la Légion, a dit que c'était la journée la plus meurtrière de cette guerre. Combat de 4 heures, et les soldats français ont été fort éprouvés par le combat contre les Amazones, mais ils ont quand même fini par gagner. Et une bonne partie, en fait, la troupe des Amazones a été décimée éventuellement parce que les carabines en fait, les armées coloniales à l'époque, les armées françaises, anglaises, ont pu envahir l'Afrique à cette époque-là pour plusieurs raisons. On avait développé la quinine qui évitait de tomber malade automatiquement en Afrique, d'attraper la malaria, mais aussi, ou surtout de la soigner. On avait remplacé les carabines à poudre noire par des carabines à poudre sans fumée, comme on l'appelait, qui tiraient beaucoup plus loin et qui étaient beaucoup plus précises. Donc, et en plus, les mitrailleuses sont arrivées sur le champ de bataille. Alors, on a pratiquement exterminé le corps, mais il y a eu quand même des survivantes qui ont formé une garde d'honneur pour le roi Béhanzin, qui est envoyé en exil aux Antilles. La dernière membre du corps des Ojibwés, elle est morte en 1979. Alors, c'est quand même... elle avait un certain âge, elle s'appelait Naoui, et elle avait eu le temps de raconter ses souvenirs à un journaliste, à un auteur, pour l'histoire, si on veut. Et donc, entre autres, de cette bataille contre les Français en 1892. Par la suite, on les a plus ou moins oubliées, bien qu'elles sont restées mentionnées dans les histoires d'Afrique. Ce qui les a peut-être un peu empêchées d'être oubliées complètement, c'est Jules Verne. Dans le roman Robur le Conquérant, qui a été quand même réédité souvent, qui a été adapté au cinéma, etc., à un moment donné, il survole le Dahomey avec la machine volante du savant Robur, et on voit les Amazones en manœuvre en dessous, et il les décrit. Alors, ça les a empêchés un peu d'être oubliés. Ensuite, il y a eu 1 ou 2 films africains on a pu apercevoir des régiments d'Amazones qui n'étaient pas vraiment identifiés comme celui-là en particulier, parce qu'il faut dire que certains petits royaumes autour du Dahomey ont voulu se créer des corps un peu dans ce genre-là, mais c'était plutôt des gardes d'honneur. Ça ne combattait pas réellement. C'est vraiment celle des Amazones qui a combattu. Et là est arrivé le film de l'an dernier, de 2022, La Femme Roi, qui donne une représentation très hollywoodienne. C'est plus spectaculaire que la vraie vie, évidemment, mais quand même, historiquement, pas complètement fantaisiste là, de ce régiment-là. Comme tu décris, il avait l'air d'avoir eu un très bon entraînement stratégique. Oui. Ça venait de... Ah, mais c'était des royaumes. Les royaumes de cette région-là étaient très militarisés. Parce qu'au départ, ce qui a fait la fortune de ces royaumes-là, ça a été le trafic des esclaves. Et comment on avait des esclaves? On faisait la guerre et on capturait les prisonniers, et c'est les prisonniers ennemis qu'on vendait. Donc, on dit souvent, les Africains, les rois africains vendaient leur propre peuple, pas vrai, ils vendaient leurs ennemis. Mais vers les années 1820, le trafic des esclaves a commencé à diminuer. Parce que l'Angleterre l'a interdit. Plusieurs pays ont fait la même chose. Il y a les Portugais qui ont continué plus longtemps, même si c'était illégalement. C'est ce qu'on fait allusion à ça dans le film, d'ailleurs. Et beaucoup de royaumes ont dû se reconvertir, de trouver d'autres commerces. Ça a été souvent l'huile de palme, l'ivoire, l'or, des choses comme ça. Mais on a gardé donc, les Amazones, si on tient compte de la date à laquelle ils ont été créés, n'ont pas vraiment été impliqués dans le trafic des esclaves. Dans le film, on a l'impression qu'ils étaient opposés totalement contre le trafic des esclaves. En réalité, c'est juste qu'ils n'étaient plus là-dedans.
à cette date-là. Cette armée-là n'a pas participé au trafic comme tel non plus. Les autres étaient dissociés de ça. C'est ça, parce qu'au moment où ils ont été fondés, ça se terminait, là, le trafic des esclaves. Il faut se souvenir que aussi, dans le film Black Panther, il y a beaucoup de femmes guerrières là-dedans qui sont clairement inspirées des Amazones du Dahomey. En fait, paradoxalement, Black Panther, qui est un film de science-fiction, a probablement rendu possible la réalisation du film La femme roi, parce qu'il a mis de l'avant une vision de l'Afrique différente de celle qu'on voit d'habitude dans les films américains qui parlent de l'Afrique. On est encore les héritiers de Johnny Weissmuller, où les Africains ne savent rien faire s'ils n'ont pas un blanc à côté d'eux autres. Alors, on décide de nous montrer une autre vision de l'Afrique. Et c'est probablement un film de science-fiction qui a rendu possible la réalisation d'un film historique. Ce qui montre que les choses, des fois... C'est une belle synergie, comme on dirait. C'est ça. Les choses, des fois, sont plus compliquées que ce qu'elles ont... Et aussi, l'idée des Amazones, c'est toujours quelque chose de fascinant. Là-dedans, tu parlais de l'Antiquité grecque, à un moment donné, qu'il y avait des guerrières amazones. Je pense qu'il y en a eu d'autres aussi. Plusieurs tribus d'Amérique, d'Amazonie, justement. Et dans les tribus nomades d'Asie centrale, celles qu'on appelait les Sarmates, les femmes combattaient aussi souvent. Et on pense d'ailleurs que c'est elles qui ont inspiré les Amazones, la légende grecque des Amazones. Et pour terminer, il y a aussi une statue d'une Amazone qui a été faite au Bénin, donc dans l'ancien royaume de Dahomey. Alors, on a créé une statue qui est donc dans la capitale du Dahomey, qui a été dévoilée le 17 juillet 2019, qui nous montre une femme guerrière et qui, avec ses armes, etc., pour rappeler cette partie-là du passé du village. Ironie peut-être, ou signe des temps, l'artiste qui a fait la statue est chinois. C'est Li Changchun qui a eu le contrat de faire cette statue-là. Alors, on dit souvent que l'influence de la Chine se fait de plus en plus sentir en Afrique. On en a un exemple. Et puis, j'ai l'impression que l'histoire risque aussi d'être récupérée là, pour beaucoup de choses dans nos sociétés actuelles. Entre autres, l'empowerment, le féminisme. L'origine du corps d'armée est un bon exemple de ça, puisque c'est une femme. Il a fallu qu'une femme devienne roi, qu'elle nomme sa sœur pour lui constituer un régiment, dans le but de prouver que les femmes pouvaient se battre. C'était déjà des féministes sans le savoir. J'aimais pas le titre, hein. Je connais le film, là, j'ai pas vu, mais j'aimais pas le titre à cause justement de la femme roi. Mais maintenant, après tes explications, là, ça a beaucoup plus de sens. Là. Et c'est un bon film. Ça vaut la peine de le voir. Et on me fait des signes que c'est la fin de l'émission. Les Amazones s'en viennent. C'est ça. Alors, avant que les Amazones s'en viennent, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Histoire à dormir debout.